dans un monde de formation, comment faire pour que, suite à une formation ou pendant une formation, on arrive au résultat qui était attendu. Et je vais vous partager un certain nombre d'éléments. Par moment, je vais susciter vos suggestions. Et puis, n'hésitez pas tout au long de cette présentation, de cette interaction, à poser des questions. Alors, je suis Jérôme Boquet, je dirige Ecos Concept et on intervient depuis des années en tant qu'organisme de formation et on intervient à différents niveaux. On met en place des formations, on crée des parcours pour nos clients, on intègre le meilleur de la ludopédagogie et de la gamification, on fait monter en compétences des formateurs internes, etc., etc. Et ça nous permet de voir de différents points de vue, hein, de voir des participants, de voir des chefs de projet, d'intervenir dans le cadre de changement, dans le cadre de transformation. Et au fil des années, moi, j'ai identifié qu'il y avait actuellement des sujets prioritaires. Hein, renforcer les managers, développer la coopération, réussir les projets, les changements, un monde où il y a plus de choses à faire que de temps disponible, comment prioriser. Mais il y a un des éléments qui m'est apparu, enfin, c'est pas nouveau, c'est qu'on manque actuellement de bandes passantes. Et donc, je vais partager avec vous les éléments à mettre en œuvre. Si on regarde aujourd'hui une scène que tout le monde connaît bien, une formation qui s'est bien passée, un projet qui a été présenté, une nouvelle pratique, un nouvel outil, voilà, beaucoup d'efforts sont faits, ça se passe bien, tout le monde croise les doigts et ce qui risque de se passer, c'est quelques temps après, quand on regarde, le quotidien a tout repris. Alors, il reste des choses, mais globalement, entre les enjeux, ce qui était attendu et le résultat, il y a un écart. Alors, bien sûr, ça peut venir de ce qui s'est passé avant. La formation qui a été mise en œuvre, le projet qui a été déployé, les choses qu'on devait changer, quelquefois, c'est irréaliste. Hein, ça ne tient pas compte du réel. Quelquefois aussi, il n'y a pas d'adéquation. C'est-à-dire que ça résout pas les problèmes actuels et ça en crée des nouveaux. Hein, la formation qui a été mise en place a été demandée pour atteindre tel objectif, alors que les participants avaient besoin d'autre chose. Ça arrive. Mais souvent aussi, ce qui va se passer, c'est pendant. Il y a une surcharge et un empilement d'éléments. À une formation, il va y avoir une succession de contenus, tous très intéressants individuellement, mais peu d'espace pour s'approprier. Par exemple, récemment, j'ai accompagné un groupe de managers dans le cadre de changements importants. J'avais choisi un modèle qu'on a utilisé toute la journée et qui a permis qu'ils travaillent plein de sujets et qu'à la fin, ils se sentent capables de mettre des choses en place. Et ils m'ont dit, il y a quelques temps, on a fait une formation qui était très sympa. En 3 jours, on nous a présenté une quarantaine d'outils qu'on pouvait utiliser en tant que manager, mais on n'avait pas le temps de se les approprier. Le formateur disait, moi j'ai un programme important et finalement, il est resté peu de choses. Donc on va travailler sur ce point-là. Mais le troisième point le plus important, c'est le après. Le après, de retour dans la vraie vie, le projet a été lancé, le nouvel outil a été déployé, on a été formé à copilote, on a été formé à ceci, à cela, et même si le 1 et le 2 ont été bien faits, il y a les urgences, les interruptions, les nouveaux sujets qui arrivent, et l'absence d'ancrage fait qu'on va revenir à ce qu'on connaît bien, les compétences et habitudes actuelles. Et si on regarde, actuellement, quand on parle de bande passante, il y a la bande passante temporelle, le temps dont je dispose, et la bande passante cognitive. C'est-à-dire les capacités intellectuelles que j'ai. Alors, en début de journée, si ma nuit a été normale, elles sont à peu près au bon niveau. Puis, tout au long de la journée, elles vont baisser. Mais l'activité normale de la majorité des personnes, c'est l'étape 2, c'est qu'elle est déjà bien occupée. Un manager, il a plein de réunions, plein de mails. Un commercial, il doit gérer plein de dernières minutes, plein de choses qui ne sont pas normalement dans sa mission, mais qu'il est amené à faire. Et globalement, on a déjà, tous et toutes, des journées bien chargées. Et quand on lance quelque chose de nouveau, ça vient en plus. Parce que les projets, les changements, les transformations, ça vient en plus. Et changer, c'est aller de A à B. Alors, A à B, ça peut être léger, comme ça peut être énorme. Mais quand on doit changer sa façon de faire, c'est nouveau. Ça demande de se concentrer, on fait des erreurs, on va moins vite, on doute. Et pendant ce temps-là, l'activité continue. Et donc, on va se retrouver, et c'est la situation actuelle, c'est qu'on a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Moralité, ça bouchonne. Moralité, il y a un risque.
parce qu'on a trop de sujets à traiter, on va aller dans l'urgence et le travail à valeur ajoutée disparaît. Alors, bien sûr, pendant ce webinaire, je vais parler plutôt des trains, des bateaux et des avions qui arrivent en retard, parce qu'il y a des environnements qui se passent plutôt bien, mais dans beaucoup d'équipes, moi, je rencontre des personnes qui sont de bonne volonté, mais qui me disent, mais moi, quand je vais rentrer de la formation, j'ai des mails qui m'attendent, j'ai des réunions en retard, on m'a appelé pour la formation, etc. Et donc, ce qui va être important, hein, souvent on cherche un outil. On voit dans nos formations réussir ces priorités hein, qui fonctionnent très très bien. Souvent dans le tour de table initial, c'est j'aimerais avoir un outil qui permet d'être plus efficace. Est-ce que l'IA permettra d'aller plus vite? Alors peut-être, mais pas forcément. Et le risque, quand on fait appel à un intervenant qui a une compétence, qui sait faire telle chose, bah, c'est que quand on n'a qu'un marteau, tous les problèmes sont déclus. Et c'est vrai que quand j'ai démarré il y a de nombreuses années, je disais, la formation, ça résout beaucoup de choses. Avec de l'expérience, mon propos a évolué et c'est ce que je vais vous partager. Alors, si on regarde, hein, pour ce webinaire, pour cette masterclass, j'ai formalisé la roue qui est à droite, que je vais progressivement éclairer. Et ce qu'on va travailler, c'est ce qu'on appelle la logique systémique. Hein, il ne suffit pas de. Ça peut venir des priorités, des arbitrages, des interruptions. Alors, interruption des autres et de moi-même. Beaucoup de personnes, et on peut en faire partie, dès qu'on a 5 minutes de disponible, plutôt que d'avancer sur un sujet, on va regarder son smartphone. On va s'auto-interrompre. Et puis, si on veut ajouter des choses, il y a des choses qu'on va devoir réduire ou supprimer. Et donc, un des points qu'on va travailler, si on veut sortir de l'urgence et de la réactivité et retrouver de la bande passante, si on commence à regarder tout ce qu'on a à faire, hein, ceux qui font des listes de listes, souvent ils sont déprimés parce qu'ils regardent tout ce qu'ils ont à faire. On va commencer non pas à travailler sur fais une to-do list, priorise tout ce que tu as à faire, on va dire déjà, qu'est-ce qu'il y a vraiment de la valeur? Sur quoi on est attendu? Et quand on fait cette activité avec beaucoup de collaborateurs, beaucoup de managers, ils voient bien ce qu'ils ont à faire, mais souvent ils ont du mal à identifier leurs 3, 4, 5 actions, missions prioritaires qu'ils devraient retrouver dans leur journée, semaine ou mois. Alors quelquefois, ils en ont 22. Et donc, on va travailler sur comment les prioriser, comment négocier. Mais actuellement, et je vais vous solliciter après, actuellement, une mauvaise journée, c'est on n'a pas arrêté. Hein. Alors, on va être dans l'urgence, on va être dans l'importance, on gère des réactions, des crises, et finalement, à la fin de la journée, quand on nous dit comment ça s'est passé, on a dit j'ai fait plein de choses. Mais on n'est pas forcément entièrement satisfait de sa journée parce qu'on a fait des choses urgentes. Alors, une journée, 2 journées, 3 journées, pourquoi pas, mais quand ça dure, on arrive au syndrome un jour sans fin. Alors, c'est quoi le jour sans fin? C'est un film des années 90 dans lequel Bill Murray vit tout le temps la même journée, l'inauguration de la fête de la marmotte. Sauf que c'est un film américain et dans ce film, ça finit bien. Ça évolue. Mais là, actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui vivent ce un jour sans fin et on leur rajoute des choses. Or, une bonne journée, hein, c'est pas une journée différente d'une mauvaise journée, c'est une journée où, malgré tout, j'ai réussi à faire des choses à valeur ajoutée non urgente. J'ai réussi à faire des choses qui ne sont pas uniquement à la dernière minute. Hein. On va aller vers le haut de cette matrice. Alors, bien sûr, on aura des urgences. Mais par exemple, les pompiers, pour eux, une bonne journée, c'est quand ils ont sauvé des vies, quand ils sont entraînés, quand ils ont fait un certain nombre de choses. Alors, maintenant, je vais vous proposer dans la conversation, dans le chat, d'après vous, c'est quoi ces actions à valeur ajoutée non urgentes pour réussir un changement, un projet, une transformation? Allez-y, c'est à vous. Écrivez dans le chat. Et puis, si vous voulez que je réponde à des questions, donc partagez dans la conversation ou mettez dans le question-réponse. Donc, d'après vous, c'est quoi les actions à valeur ajoutée non urgentes pour réussir? Alors, c'est la matrice d'Eisenhower, Valérie, que j'ai modifiée pour qu'elle soit plus opérationnelle en formation. Hein, comme disait un jour un spécialiste, le problème, c'est pas quand on a oublié, le problème, c'est quand on a oublié qu'on a oublié. Donc, d'après vous, c'est quoi les actions à valeur ajoutée non urgente?
Engager les managers, oui, hein, dans un projet, dans un changement, avant qu'il soit trop tard, parce que quand on accompagne des chefs de projet, hein, souvent pris par l'urgence, ils vont prévenir les managers à la dernière minute, parce que pris par l'action, pris par les réactions, alors que si en avance de face, on peut les engager avant, pendant ou après, ça fonctionne mieux. Automatisation pour libérer de la bande passante, absolument. Hein, passer un petit peu de temps pour se dire, bah tiens, finalement ça, comment je pourrais l'automatiser pour moins le faire. Anticiper les formations, absolument. Communiquer, faire du change management, oui. Hein, on accompagne beaucoup de managers et d'équipes sur la réussite des changements. C'est impressionnant quand on sort de l'urgence et qu'on anticipe des choses, comment on réduit les problèmes qu'on a après. Absolument. Et si on regarde, hein, c'est pas nouveau. Oui, réaliser une tâche qui permette d'appliquer ce qu'on a vu. J'ai eu 2 jours de formation, c'était super, c'était cool. Je rentre, l'urgence m'attend, plein de réunions, plein de projets. Ben, je risque de décaler. Non pas que c'était pas bien, c'est juste que bah, j'ai plus la capacité de mettre en œuvre. Et si on regarde ce qui fait une bonne journée, hein, quand on demande à nos participants, c'est alors, ça a l'air évident, mais pensez, être capable d'aller au-delà d'eux. Hein, tiens, j'ai un projet d'eux, un changement arrive, penser, c'est de se dire, ça s'appelle le cadrage. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui change pas pour mon équipe, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui n'est pas prévu, prioriser. Qu'est-ce qu'on doit garder à 100%, qu'est-ce qu'on doit faire à 80%, qu'est-ce qu'on doit faire à 50%. Améliorer le jeu. On fait beaucoup ce qu'on appelle des team learning, c'est-à-dire on accompagne des équipes pendant une journée ou 2 journées. Alors, il y a des moments sympas, mais il y a aussi des moments où on améliore le jeu, on met en place des retours d'expérience, on travaille sur des sujets, et c'est impressionnant le nombre d'irritants qu'on enlève, parce qu'à un moment donné, on a bloqué sans à valeur ajoutée non urgent, alors que toutes les réunions qu'ils font sont des réunions d'urgence. Et puis, prévoir et suivre. On parle beaucoup de la culture du feedback en France qui manque, mais si je lance quelque chose et je ne prévois pas des moments dans lesquels je vais faire le point avec mon collaborateur ou avec quelqu'un, le risque, c'est de trouver du temps quand ça ne va pas. Et puis, apprendre des actions, tester, va demander du temps, va demander d'essayer. La FEST le dit bien. Action de formation en situation de travail, on doit avoir des moments pour apprendre, pour capitaliser et puis partager vraiment, hein, partager vraiment au-delà de l'urgence, coopérer, etc. Et c'est ça qui manque dans une journée et c'est ça qui va faire que on fait beaucoup d'effets en amont, mais si après on n'a pas ce temps-là, il y a un risque que le cerveau fasse son travail et qu'on oublie. Alors quand on intervient, c'est important de bien différencier qu'il y a différents niveaux. Hein, dans une formation inter ou intra, on va travailler, ou un atelier, on va travailler pour la personne. Moi, en tant que personne, ce que je dois faire, comment je dois faire, qu'est-ce qui va être important, comment moins être dérangé, comment bien savoir dire non à mes interlocuteurs en préservant la relation. Mais il y a aussi moi en tant que manager. Hein, qu'est-ce que je dois faire, responsable d'une équipe, responsable d'un projet, responsable d'un collectif. On aime beaucoup les team learning, c'est le moment où des personnes qui bossent ensemble vont travailler sur moi en tant que personne, moi en tant que rôle au sein de l'équipe ou nous en tant qu'équipe. Mais à un moment donné, c'est important, c'est plus simplement un problème individuel ou collectif, c'est aussi un problème d'organisation. Un process qui est plus à jour, des règles du jeu qui sont plus adaptées. Et c'est là où on va travailler avec des partenaires qui, eux, ont de la valeur à ajouter pour accompagner une organisation sur un outil, sur un process ou autre. Et aussi, quand on va intervenir avec un comité de direction ou avec des dirigeants, nous, on va intervenir sur l'aspect personne, équipe, etc., mais sur l'aspect priorisation des projets stratégiques, on passe la main parce que ce n'est pas notre valeur ajoutée. Donc, ça va être important de définir quel est le besoin, hein, quel est l'existant, qu'est-ce qui se fait déjà, pourquoi ça se fait, quelles sont les raisons qui font que on manque de temps, pourquoi est-ce qu'on est dans l'urgence. Ça peut être lié à l'activité, ça peut être lié aux habitudes, ça peut être lié à la charge de travail, ça peut être lié... Et c'est important d'identifier sur quoi on peut avoir agir sans vouloir tout changer. Puis ensuite, on va bâtir un plan d'action, et ce qui va être important, c'est prévoir des étapes et des actions. Alors, ça peut être nous, ça peut être nos relais au sein de l'organisation, ça peut être des managers qui vont permettre de mettre en œuvre. Hein, donc, c'est effectivement important pour réussir les transformations de partir de l'existant et de qu'est-ce que l'on doit faire pour aider les personnes à sortir de ce flux. Et on va travailler, et c'est fondamental, sur qu'est-ce qu'on doit garder parce que ça fonctionne,
Et après tout, garder des choses qui existent, ça réduit la charge cognitive. Alors, hein, c'est sympa de voir sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, un outil génial, un modèle génial, mais il vaut mieux utiliser quelque chose que les participants connaissent et qui leur sera utile que le truc génial qui va leur demander du temps. Et puis, si on veut augmenter et ajouter des choses, qu'est-ce qu'on réduit, qu'est-ce qu'on supprime et comment on s'y prend. Et ça va être important, pas simplement de les identifier, mais de travailler sur concrètement comment faire. Alors, ça peut être de façon individuelle, par équipe, etc. Donc, un exemple d'un client avec qui on travaille depuis longtemps dans la distribution spécialisée, et c'est important parce que la distribution, c'est un monde dans lequel les participants sont demandeurs. Quand ils viennent en formation, pendant ce temps-là, l'activité ne se fait pas, donc eux, ils regardent. Si la formation est utile, ils continuent à travailler avec eux. Si la formation n'est pas utile, elle s'arrête. Et on travaille avec ce client depuis des années. Alors, c'est un client, c'est intéressant parce qu'ils ont les éléments de la distribution et en plus, beaucoup de projets, beaucoup d'innovations, beaucoup de partage. Donc, un monde d'urgence, de réactivité, de magasins, de flux logistiques et en même temps, beaucoup de marge de manœuvre. Et on intervient depuis des années pour aider à tout niveau, que ce soit directeur de magasin, manager, agent de maîtrise, équipe, le siège, les directions régionales, les aider alors qu'il y a plus de choses à faire que de temps disponible, à prioriser, et puis à réussir sur la durée, parce qu'il y a un risque de se cramer pendant le match et de ne pas réussir la saison. Et donc, vous voyez, on va travailler sur qu'est-ce qui a de la valeur, comment tu vas retrouver de la bande passante, et surtout, qu'est-ce que tu dois faire pour sortir de l'urgence et de la réactivité, ainsi que ton environnement. Autre exemple différent, direction comptable et financière d'un grand groupe français, des personnes organisées, structurées, toujours en échéance. Alors, Jérôme, pas début de mois, pas fin de mois, pas milieu de mois, pas le lundi, pas le vendredi, pas telle période. Donc, des gens qui font leur travail et qui sont tout le temps en train de suivre un schéma, sauf que pendant ce temps-là, des évolutions qui prennent du retard. Et donc, notre mission, ça a été d'aider ces personnes à retrouver de la bande passante, pour leur permettre effectivement de réduire des choses qu'elles avaient l'habitude de faire mais qui avaient moins de valeur. Et en le faisant, ça a permis de retrouver du temps et en associant les managers et l'ensemble de la direction, de travailler progressivement sur une évolution qui fait qu'ils ont pu intégrer les évolutions d'automatisation, d'IA, etc. Là où d'autres équipes prises par le run permanent se seraient retrouvées pris en porte-à-faux. Donc, on n'aura pas la même action, ce ne sera pas les mêmes choses à faire en fonction du besoin, en fonction de personnes, en fonction des risques. Alors, vous n'hésitez pas à un moment donné, hein, si vous avez une question, un point, c'est important de me solliciter. Hein. Alors, un point très très important. Nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on intervient sur la réussite des changements et des projets. Et je ne me lasse pas hein, de m'étonner du fait qu'il y ait aussi peu d'actions qui soient mises en œuvre pour renforcer la capacité des personnes à réussir les projets et les changements alors qu'elles ont énormément d'expérience. Hein, c'est impressionnant. Et quand on regarde, on croit, il y a encore beaucoup de croyances qu'avoir vécu des projets et des changements, ça suffit. Eh ben non. Eh ben non. Parce que le risque, c'est quoi hein, le risque, c'est quoi? Ça va être, je vis un changement, je passe par des étapes, donc il y a un changement, ce qu'on appelle la vallée du désespoir, c'est-à-dire j'ai perdu mes repères, j'ai pas encore mes nouveaux, mais on prend sur soi, on est résilient, on est robuste, et au bout d'un moment, on revient à l'état d'avant, et puis, mais j'ai vécu une expérience, c'est pas pour autant que j'en ai tiré des enseignements. Par contre, quand le changement, quand on n'en parle pas, le risque, c'est qu'on se souvienne des changements qui ont raté. Et on le fait régulièrement quand on accompagne des personnes ou des équipes, c'est regarder les changements ces dernières années et tout de suite ressortir les changements ratés. Ou ce qui a été perçu comme raté. Et quand on commence à travailler, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fait, les changements que vous avez réussi, les personnes se rendent compte qu'elles en ont vécu beaucoup, mais que pour autant, l'ayant jamais partagé ou formalisé, c'est pas sûr qu'elles le reproduisent. Alors Isabelle, je reviendrai sur la question par rapport à la valeur ajoutée juste après. Et donc, ce qu'on va travailler, hein, vous avez à droite une simplification du cycle de Kolb, K-O-L-B. Il ne suffit pas de vivre des expériences, c'est important. Ce qu'on va travailler, c'est l'analyse grâce à des repères qui permettent de formaliser des enseignements utiles ou de se dire ça a été utile à une époque et ça, on va le faire évoluer.
Par exemple, faire peur, hein, donner un sentiment d'urgence trop fort. Il y a des années, on disait c'est bien, ça amène les gens à changer. Maintenant, on sait que oui, on doit donner un sentiment d'urgence, mais plus je fais peur, moins les gens vont bouger. Ce qui fait bouger les personnes, c'est je me sens capable de, je pense qu'on en est capable, on va y arriver. Et donc, on va analyser, capitaliser, en tirer des enseignements utiles, travailler sur ce qui sera vraiment important, et on se rend compte, pour accompagner beaucoup de managers, d'équipes, de chefs de projet, qu'ils ont 80% déjà dans leur pratique, mais mélangé avec du bien, du moins bien, ils ont récupéré des choses qui sont utiles ou pas utiles. Et donc, ça va être important aussi d'apprendre aux personnes à apprendre du changement, à être à l'aise, etc. Et vous voyez, par exemple, on est intervenu pour un EPIC. Donc, un EPIC, hein, c'est un établissement public, industriel et commercial. Dans un EPIC, donc vraiment une équipe, l'équipe iconique. C'est-à-dire l'EPIC a été créé historiquement autour de cette activité. Vraiment, c'est depuis des années l'équipe que tout le monde regarde. Sauf que transformation majeure, changement d'outils, changement de repères, changement de process, changement d'équipe, déménagement des tâches, etc. Vraiment un gros Big Bang. Et on a été sollicité pour accompagner les équipes dans la réussite de ce changement. Et ce qui a été super intéressant quand on est intervenu, les managers, les chefs de projet avaient déjà formalisé un grand nombre de choses qui étaient très efficaces. Ils avaient juste complètement sous-dimensionné l'aspect transition, l'aspect changement. Et en travaillant avec eux par des séquences formation, action, conseil, etc., le changement a beaucoup mieux réussi que ce qu'ils imaginaient initialement. Et c'est devenu ensuite, pour cette direction, on va dire, le repère permettant de mieux vivre les changements après. Et donc, ça va être important, effectivement, de renforcer la capacité. Ça ne veut pas dire forcément d'apprendre des choses nouvelles. Hein. D'ailleurs, plus on apprend des choses nouvelles, moins les participants vont retenir. On lit, on regarde tout ce qui se fait en conduite du changement et on va choisir ce qui sera vraiment utile pour nos participants. Si on les a une journée, 2 journées, 3 journées, on ne fera pas la même formation que s'ils suivent un an dans une université où là, ils vont apprendre les théoriciens, etc. Alors, sur définir ce qui a le plus de valeur, c'est intéressant parce que c'est rarement écrit. C'est rarement écrit, c'est-à-dire que vous avez dans certaines entreprises des référentiels métiers, la liste des compétences, ce qui est attendu. Et là, on les fait. Hein, et même si c'est écrit, entre le prescrit et le réel, peut y avoir un écart énorme. Et donc, on va faire travailler nos participants et on le fait en début de formation, hein, en leur disant, voilà, imaginons que tu aies peu de temps à ta disposition, ça serait quoi les 4, 5 actions, missions, sujets à valeur ajoutée que tu devrais absolument préserver dans tes journées, semaines ou mois, de façon à créer de la valeur. Sachant qu'il y en a 2 ou 3 qui seront souvent permanentes et 2 ou 3 qui sont temporaires. Hein, et ça peut varier. Et on va commencer à les noter. Et puis, on va regarder quelles sont celles qui sont suffisamment présentes et celles qui ne sont pas assez. Ça vient de quoi? Et puis ensuite, on reprend ça plus tard dans la formation et de façon à prioriser. Et d'échanger avec son manager. Là, j'ai eu récemment une participante dans un suivi de formation qui m'a dit, suite à la formation, j'ai échangé avec le manager et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même façon de voir les choses. Mais bon, c'est la version simplifiée. Autre point qu'on va travailler, hein, on va développer la coopération. Alors, la coopération, nous humains, on est une espèce câblée pour coopérer. La raison pour laquelle on a survécu par rapport à d'autres espèces qui étaient plus rapides, qui avaient des griffes, qui avaient la fourrure, etc., c'est qu'on est capable de se parler, de collaborer, d'anticiper. Mais le constat qu'on fait dans nos accompagnements d'équipe sur ces sujets, ou quand on intervient sur ce sujet dans une équipe, parce que sortir de l'urgence, développer la coopération, ça peut être le sujet de l'intervention, comme ça peut être une séquence qu'on va travailler. Hein, on se rend compte très souvent qu'on coopère par rapport à l'activité urgente. Une équipe, 2 personnes vont se voir pour parler du dossier en cours, vont faire des réunions sur on partage les dossiers en cours, on synchronise, on coopère, on collabore au pied du mur, c'est-à-dire quand on est dans l'urgence, on court, etc. Et ça fait partie de l'activité. Mais, et c'est un point important, on est intervenu, on intervient beaucoup sur les nouveaux modalités de management, ce qu'on appelle le management hybride. Il y a des grandes questions, venir ou pas venir au bureau, mais c'est clair que, alors déjà, tout le monde n'est pas en télétravail,
Mais si je viens dans un bureau, que je suis tout seul, que j'ai mis 1 heure de transport pour venir et toute la journée je suis devant mon écran, il y a une vraie question à se poser. Or, ce qui fait qu'on fait équipe, c'est que par moment, on va être au milieu. Hein, tiens, il y a un nouveau qui arrive, on va l'aider, tiens, on va échanger, on va partager. Quand on sort de l'entreprise pour faire un team building, on ne fait pas un team building avec un escape game ou un repas au restaurant. Alors c'est bien, mais ça ne change rien. On va créer une journée dans laquelle il y aura un repas au restaurant à midi pour passer un bon moment, mais le matin et l'après-midi, on va bosser sur des sujets qui seront utiles pour l'équipe. Et surtout, par moment, l'équipe travaille sur l'amélioration de l'efficacité, l'innovation, qu'est-ce qu'on doit augmenter dans notre façon de bosser ensemble, qu'est-ce qu'on doit réduire. Alors, si je simplifie, à gauche, c'est le run, en bleu, c'est le build. Et donc, comment on va faire pour retrouver dans nos journées, semaines ou mois, un moment où on va collaborer, alors qu'on en a l'ambition, on en a l'envie, mais pas forcément la bande passante pour le faire. Et ça peut être aussi bien au quotidien, hein, collaborer, ça peut être avec un collègue, ça peut être dans un projet. Hein, ce qui fait qu'on a un projet, c'est qu'on bosse avec des personnes qui ne sont pas forcément avec nous. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on ait une vraie équipe projet? Un changement, c'est pareil. Comment éviter d'associer les bénéficiaires ou les managers à la dernière minute? C'est pas qu'on ne le voulait pas, c'est juste c'est pas prévu ou qu'on n'a pas le temps. Dans l'équipe, entre équipes, dans les contextes hybrides, mais aussi la coopération, c'est aussi quand ça se tend, parce que coopérer, c'est se retrouver à travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas la même façon de bosser ensemble. Et on a beaucoup d'actions sur ce sujet-là. Et puis tout ce qui concerne le transversal, le matriciel, et on va travailler sur 3 dimensions, la coordination, chacun travaille et apporte à l'autre ce qu'il va utiliser, la coopération, à un moment donné, chacun amène des éléments qui va faire un autre élément, et la collaboration, on se retrouve pour, et selon les équipes, selon les besoins, ça va être plutôt l'un ou plutôt l'autre. Alors, est-ce que jusqu'à maintenant, c'est bon? Est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse quelques secondes. Il nous reste encore quelques minutes et puis je vais vous solliciter. Dites-moi. Dites-moi. Pouf, 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 pouf. Personne ne répond. Alors, le temps que ça arrive, je vous donne un exemple. Dans une industrie, vous imaginez une industrie, donc à chaque fois, je donne pas de nom. Hein. Dans une industrie, 2 équipes dans le même bâtiment, hein, mais qui sont amenées et qui, à une époque, étaient au même niveau. Et puis, il y en a une qui a déménagé, d'accord, qui a changé d'étage. Une équipe chargée de concevoir des produits et une équipe chargée de les faire fabriquer. Des personnes qui s'entendent bien, etc. Sauf que elles se voyaient beaucoup en mode dernière minute pour régler des problèmes. Et on a donc réalisé des ateliers dans lesquels on les a regroupés. Et on a alterné des moments de sensibilisation avec des activités décalées, des moments de partage d'expérience, des moments d'apport structuré et de formalisation de leur expérience, et surtout beaucoup de moments de transfert, de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire. Et puis quelques temps plus tard, tiens, ce que tu as fait, qu'est-ce que ça donne? De façon à ce qu'effectivement, ces personnes retrouvent une meilleure façon de travailler ensemble. Et je vous donne un exemple réel. Alors, je vais l'anonymiser. L'équipe chargée de la production disait quand on envoie au mois de septembre un document à remplir, vous n'arrivez jamais à le remplir, vous ne le rendez jamais en temps et en heure, alors que nous, on a besoin de préparer ce qu'on va faire l'année d'après. Et puis l'équipe à qui on dit ça dit oui, mais nous on a beaucoup de boulot, on n'a pas le temps, septembre c'est un gros mois, etc. Et ça commençait, chacun de son point de vue, commençait à expliquer à l'autre le pourquoi j'en ai besoin ou pourquoi je ne peux pas te le donner. Puis à un moment donné, il y a une personne qui a dit mais finalement, vous nous le demandez en septembre. Nous, au mois de juin, juillet, en général, c'est un peu plus calme. Pourquoi vous ne l'envoyez pas à ce moment-là? Il y avait un grand silence dans la salle. Je simplifie, il y a un grand silence dans la salle. Et puis les autres ont dit, ouais, on pourrait vous l'envoyer tout à fait au mois de juin. Comme ça, vous le remplissez quand vous avez de la bande passante. Comme ça, nous, on peut commencer à le bosser. Vous voyez, c'est des choses simples. Hein. Il faut vraiment chercher des choses simples parce que faut être cohérent avec soi-même. Vous les avez une journée, 2 journées, 3 journées X, des demi-journées, des ateliers en salle ou à distance. Il faut toujours se dire,
Prenons des choses simples qu'ils pourront mettre en œuvre dans leur activité réelle. Hein, le risque, si ça demande trop de temps, c'est qu'on va revenir sur ce qu'on a vu précédemment, pris par l'urgence, ils ne le feront pas. Si par contre on travaille des gains rapides, des choses qui fonctionnent, un, ça donne envie de continuer, deux, ça donne des retours sur investissement qui fait que les gens se disent, bah, finalement, investir une journée, une demi-journée, 2 journées, 3 journées, X journées, c'est bien, j'ai envie de continuer. Alors, dernier point, et je me suis dit, dans les Learning Days, c'était important de parler de la formation, parce que c'est quand même un point qui nous relie tous et toutes aujourd'hui dans ce webinaire. Et le piège que je constate, c'est qu'actuellement, il y a de plus en plus d'éléments. Hein. Alors, moi, ça fait quelques années que je suis dans le circuit. Il y avait déjà beaucoup de bouquins, puis sont arrivés les réseaux sociaux, sont arrivés LinkedIn, etc. Il y a maintenant l'IA qui explose tout. Et on voit maintenant un empilement de sujets, de contenus, d'outils, de modalités, et pas forcément plus de compétences. Vous voyez, c'est ce groupe de participants. Moi, quand j'ai bossé avec eux sur un sujet, une matrice, mais dont on s'est servi plein de fois, ils m'ont dit c'est super parce qu'elle est simple et on voit comment on va s'en servir. Alors que, et je pense que c'était la demande du client, c'était dans la session précédente avec un aimable confrère, donnez-leur un maximum d'outils dans lesquels ils pourront puiser. Mais à force d'avoir donné une trousse à outils tellement large, les participants disaient « mais moi, j'ai rien retenu ». Et donc, on va travailler ce qu'on appelle l'infobésité. Hein, l'immense majorité de nos participants en formation ont souvent fait des formations avant, ont souvent lu des bouquins, ont souvent regardé des vidéos, et ils savent. Mais ils ne savent pas forcément faire. Un grand classique, « ah mais Jérôme, mais moi, le management situationnel, je connais ». Ah ben moi, Maslow, je l'ai déjà vu. Ah ben moi, j'ai déjà vu la courbe du deuil, j'ai déjà vu machin, j'ai déjà vu bidule. Et quand je dis « et », concrètement, vous en avez fait quoi? Ben on l'a vu. Eisenhower, on me l'a montré. Alors ça, je l'ai eu récemment. Eisenhower, on me l'a montré. Mais Eisenhower, moi, je n'en ai que faire. Eisenhower n'a aucun intérêt pour moi. L'intérêt, c'est qu'Eisenhower aide mes participants à se rendre compte qu'ils sont trop dans l'urgence et à travailler concrètement sur qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour. Et quand un mois après, ils me disent dans du suivi, bah, grâce à ta formation, je suis moins dans l'urgence, je fais plus des choses à valeur ajoutée, qu'ils se souviennent d'Eisenhower n'est pas important. Parce que vous avez un élément qu'on connaît tous et toutes, c'est la courbe de l'oubli. Hein, si on donne trop d'éléments et qui ne sont pas pratiques, on ne revient pas dessus, ils seront oubliés. Par contre, on retient en fonction de ce qu'on savait déjà. Donc, il vaut mieux voir un truc plusieurs fois pendant la même formation de façon différente et qui sera utile pour qu'ensuite ils s'en souviennent et qu'ils continuent, reprendre des choses qu'ils avaient déjà vues avant, mais en tout cas ne pas faire sujet 1, sujet 2, sujet 3, sujet 4, comme je vois dans certaines formations que l'on reprend, de façon à les rendre plus efficaces. Et puis se dire aussi, paradoxalement, ça peut être plus difficile pour quelqu'un d'expérimenter, de désapprendre, que pour quelqu'un de nouveau. Et on le retrouve dans la conduite d'un changement. Vous avez une équipe qui est habituée sur un outil, qu'elle connaît, qu'elle maîtrise. Alors tout le monde râle, il n'est pas adapté, il fait de la fumée, il faut taper 3 fois dessus pour qu'il fonctionne. Et quand on dit on va changer d'outil, tout à coup les gens trouvent que l'outil actuel n'était pas si mal. Et puis le nouvel outil arrive, on les forme, on leur montre, mais ça ne se passe pas comme prévu. Et les participants disent c'était mieux avant. Surtout ceux qui connaissaient l'outil d'avant. Pourquoi? Parce que ça les amène à passer de je le faisais sans y penser à je dois y penser pour le faire. Et donc, c'est là où effectivement, on va devoir se dire bah, peut-être moins d'éléments, de façon à ce que très rapidement, ils se rendent compte qu'ils sont à nouveau capables d'eux. Alors, juste avant cette masterclass, j'ai assisté à la masterclass de Jean Potier où il a parlé de l'évaluation des résultats d'une formation. Il a parlé du modèle Kirkpatrick et du fait une version 1 avec une pyramide qui n'était pas du tout adaptée car Kirkpatrick n'avait jamais créé de pyramide et qui avait un modèle maintenant beaucoup plus détaillé, j'ai quand même gardé le principe du modèle, de la pyramide, parce que là, mon but n'est pas de présenter Kirkpatrick, mais de me servir de Kirkpatrick pour illustrer ce que je suis en train de dire. L'important dans une formation, dans un accompagnement, dans un déploiement, dans un lancement d'un nouvel outil, c'est ce qui reste après. Alors, et Kirkpatrick formalisé, il y a la réaction. J'ai passé un bon moment, c'était chouette, c'était cool, ça a l'air bien, etc. Alors, c'est important, mais si
si vous allez faire un team building, vous aurez de la réaction. Les gens ont passé un bon moment. Ah, le formateur a été sympa, j'ai bien aimé ses anecdotes. Oui, mais c'est pas de la formation, ça. Par contre, passer un bon moment en formation, avoir appris des choses, c'est important. Le deuxième niveau, c'est l'apprentissage. Mais apprentissage ne veut pas dire forcément apprendre des choses nouvelles. Si je sais que mes participants ont peu de bandes passantes après la formation, je vais me focaliser sur les quelques points simples qui leur seront utiles, plutôt que de leur apporter trop d'éléments. Et quelquefois, c'est réactiver ce qu'ils ont déjà vu. Souvent, on demande à nos clients, mais les participants, qu'est-ce qu'ils ont vu avant? Dans d'autres formations sur le même sujet. Je sais très bien qu'ils l'ont sûrement oublié, mais quand on va le revoir, ils vont se rappeler qu'ils l'avaient déjà vu. Moralité, ça prendra moins de ressources que cognitives. Et puis de l'apprentissage, c'est pas simplement le savoir avec un quiz, c'est l'avoir pratiqué. Et ce qui va être le plus important, c'est le comportement et le transfert. C'est-à-dire, on a travaillé sur être à l'aise pour le faire et sur le plan d'action, et c'est pas à la fin de la formation qu'on dit pensez-y. C'est tout au long de la formation, on va faire des boucles. Alors, concrètement, comment vous faites chez vous, qu'est-ce que ça donne, etc. Et puis, l'objectif, c'est de donner des résultats, même si le résultat ne dépend pas entièrement de la formation. Si je crée un module de formation que mes clients vont déployer sur une nouvelle organisation, moi, mon but, c'est de faire la meilleure formation du monde pour que les participants soient le plus à l'aise dans la nouvelle organisation. Mais si l'organisation a été pensée rapidement, qu'il n'y a pas d'accompagnement après sur le terrain, que les managers n'ont pas été accompagnés dans le fait d'accompagner, moi, je regarderais, est-ce que la formation que j'avais faite était la plus efficace par rapport à la demande et à la situation, mais sur l'accompagnement, ça sera d'autres niveaux. Et donc, par rapport à ça, ce qui va être utile, et je vous conseille, si vous ne connaissez pas, de regarder cet ouvrage de Stanislas Dehaene sur apprendre, on va retrouver les 4 leviers qui sont l'attention. On doit capter l'attention de nos apprenants. Pourquoi? Parce que quand on est, alors encore plus dans un atelier à distance, si vous ne captez pas l'attention, ils vont regarder leur mail. Mais l'inverse est vrai. Si vous captez trop l'attention, si vous mettez trop de jeux, trop d'activités, au lieu de capter l'attention sur l'apprentissage, vous le captez sur l'activité. On a bien joué. Et on va simplifier. Des débutants ont besoin de choses simples. Il n'y a pas besoin de leur expliquer de modèles compliqués. L'engagement actif. Oui, on doit être actif, mais actif là. Attention, maintenant, il y a des journées, on n'a pas arrêté les activités sympas, on a collé des post-it sur le mur, on a travaillé en équipe, mais qu'est-ce qu'il en reste? C'était sympa, on a travaillé toute la journée, on a fait des mini-jeux, on a collé des post-it sur le mur. On va alterner des moments en équipe, des moments individuels, des moments forts, des moments faibles. Le feedback, retour, s'entraîner, tester, se tester, et puis la consolidation, revenir dessus. Le 3 et 4 sont fondamentaux pour éviter que sujet 1, sujet 2, sujet 3, sujet 4, je me souviens du dernier sujet, on va revenir dessus. Moralité, ça va amener dans la conception de partir des objectifs non pas pédagogiques ou de la formation, mais des objectifs stratégiques et opérationnels. Qu'est-ce qui sera utilisé après la formation? Qu'est-ce qui permettra à nos apprenants de se dire j'ai bien fait d'investir ce peu de temps que j'avais? Et se dire il y a une modalité, il y a un ensemble de modalités. Et partir sur le 20-80 utile. Partir aussi de ce qui se fait déjà pour qu'il y ait moins de bandes passantes consommées. Et puis se focaliser sur ce qui sera vraiment utilisé. Et regarder un ensemble d'éléments. Est-ce que je crée un module de formation? Est-ce qu'on fait une réunion, un team learning? Est-ce qu'on fait du distanciel? Et ce qu'on fait de plus en plus maintenant, c'est en salle, de façon à créer cette émotion, cet échange et ce partage. Et puis, 15 jours après, un mois après, une séquence courte de suivi, de réactivation, de consolidation. Et il y a un autre point très important aussi, c'est de professionnaliser les formateurs internes, permanents ou occasionnels, qui ont aussi besoin de monter en compétences, de faire évoluer ou pas leurs pratiques, et souvent de les partager. On peut avoir 10 formateurs internes, ils ont chacun une pratique différente. C'est intéressant de les aider à partager et de revenir sur le retour d'expérience. Voilà, donc j'arrive au bout de ma présentation et je vais voir s'il y a des questions ou des points sur lesquels vous souhaitez revenir. Donc finalement, en quoi retrouver du temps à valeur ajoutée en sortant de l'urgence est important? Déjà, ça permet pour les équipes de pouvoir agir. Il n'y a rien de plus frustrant que de se dire je devrais faire ça et j'y arrive pas. C'est pire. De s'adapter. Alors, adapter et s'adapter et de réussir. Parce que sinon, au bout d'un moment,
risque de se développer le sentiment d'inefficacité personnelle et collective. Pour les managers, les chefs de projet, les responsables, etc., pouvoir manager. Nombre de managers qui passent leur temps à faire autre chose que du management, c'est important. Et maintenant, les nouvelles générations, elles ont raison, elles veulent des managers qui managent, qui sont présents, qui font des actions managériales. Et enfin, dernier point pour les organisations, plus de transformations qui réussissent, et surtout, on va travailler sur le fait de renforcer la capacité individuelle et collective à réussir les changements en cours et les futurs changements. Alors maintenant, je vous propose qu'on échange et qu'on partage. Vous, finalement, ça serait quoi, d'après vous, le point sur lequel ça serait le plus important de prioriser vos efforts de façon à ce que ça fonctionne? Donc, Prat, ce sujet-là, je l'ai vu tout à l'heure avec Isabelle. Mais effectivement, ce qui a le plus de valeur, moi en tant que manager, ce qui a le plus de valeur, il y a beaucoup de managers, et pour eux, leur valeur ajoutée, c'est tout faire. Non, en tant que manager, s'assurer que des choses soient faites. Mais aussi, quelquefois, quand on regarde les managers, ils ont ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça à faire. Et si tu as encore un petit peu de temps, ça serait bien. On a pensé à toi pour s'occuper d'eux. Et bien, à un moment donné, clarifier avec mon manager, avec les RH, avec d'autres entités, moi je veux bien tout faire, mais qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on reporte, qu'est-ce qu'on décale, permettra de garder ce temps à valeur ajoutée non urgent. Donc, je regarde s'il y a des questions. Dites-moi, est-ce qu'il y a des points, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous aimeriez que j'approfondisse ou que je revienne? Alors, manager, c'est un vrai métier. Certains ne sont juste pas faits pour le faire. Alors, c'est intéressant, Laurine, parce que ça dépend manager qui, dans quel environnement. Je suis intervenu pendant des années dans le monde de la recherche, pour le CNRS, pour le CEA, etc. Un manager dans l'univers de la recherche n'aura pas les mêmes fonctions qu'un manager dans une équipe, dans un centre logistique. N'aura pas les mêmes fonctions qu'un manager dans un autre environnement. Et manager, c'est faire un certain nombre d'actions. Et souvent, on confond le chef et le manager. Et c'est pour ça que quand on met en des formations pour des managers, on ne fera pas la même formation pour tel client ou pour tel autre. D'où le fait qu'on ne fait jamais d'inter-entreprise, on fait que l'intra, et on aime bien l'intra avec des gens qui ont les mêmes environnements ou qui bossent ensemble. Alors, faire de la consolidation de données disparates pour du reporting et chronophage, oui. Alors, l'IA peut nous aider, mais comme le disait un jour un de mes clients, si on commence à envoyer des comptes rendus faits automatiquement par l'IA, qui sont lus automatiquement par les IA des participants qui les regardent, il y a une bonne question à se poser. Oui, mais c'est l'occasion de se poser la question, est-ce que ce reporting qu'on nous demande, est-ce qu'il n'y a pas besoin de le simplifier? Moi, je suis intervenu il n'y a pas longtemps pour une équipe où ils m'ont dit, on a le tableau de la mort. Avant, je dis, c'est quoi le tableau de la mort? Tous les mois, toutes les semaines, il faut qu'on sorte un tableau qui demande du temps. Et ça fait un mois que pour des raisons X ou Y, on ne l'a pas sorti et personne n'a réagi. Donc, on se pose la question de est-ce qu'on continue? Je dis non, mais ça peut être l'occasion de leur poser la question à qui ça sert, de quoi vous avez besoin, et puis de regarder qu'est-ce qu'on sort facilement ou qu'est-ce qu'on devrait clarifier. Okay. Comment clarifier, Cécile, ce qui a vraiment de la valeur auprès de personnes réfractaires au changement? On a toujours fait comme ça. Et elles ont raison si dans le passé, les changements ont été mal menés, c'est-à-dire qu'on aura parlé uniquement de ce qui changeait et pas de ce qui ne changeait pas, qu'on ne les a pas accompagnés, qu'on a lancé des champs sans revenir après. Beaucoup de gens résistent au changement pour des bonnes raisons. Ils n'ont pas de bande passante ou parce qu'ils ont gardé un biais de négativité qui font qu'ils se souviennent uniquement des changements ratés, des changements réussis. Et pour ça, il y a un vrai travail de regarder en profondeur pourquoi est-ce qu'ils disent ça. Réussir à mobiliser l'équipe pour un sujet important mais urgent est un vrai challenge. Oui, si une équipe est habituée à être dans l'urgence, elles vont vous dire on n'a pas le temps.
le fait de décomposer en mini-sujets qu'on va traiter progressivement. Imaginons, vous avez un participant, il est dans le flux en permanence. Et puis il aime ça, il aime dans la réactivité, il se sent important. Si vous lui dites, à partir de maintenant, tous les vendredis après-midi, tu te prends ton après-midi pour faire de la veille, mais il ne va rien se passer. Il va se prendre 5 minutes à 14 heures, puis il va se remettre dans son flux. On va travailler sur, à terme, mon objectif, c'est qu'il fasse de la veille. Quelles sont les actions progressives qu'on va mettre en œuvre qui vont l'amener à faire de la veille? Mais de la veille sur quoi? Alors, Didier dit la slidologie. C'est quoi ça, alors, c'est la slidologie. Quelle est votre question, Didier? Prat, tu as une idée? Quelle est la question de Didier? La slidologie. Est-ce qu'il y a une autre question? Il va nous donner la définition, peut-être, Didier. Alors, on arrive au bout du temps imparti. Donc, si vous voulez qu'on regarde ensemble à partir de votre situation, oui, faire des slides au cordeau, oui, faire simple, c'est compliqué. Alors là, on est d'accord. J'ai fait une présentation quand on est chez Ecos Concept en formation. On ne fait pas du tout ça. Il y a même des formations, on a 3 slides, parce que l'important, c'est ce qui se passe dans le groupe. Par contre, on a des docs, on a des fiches, etc. Absolument. Alors, pouvez-vous revenir sur les, les bonnes pratiques pour accompagner le changement? Prat, tu me donnes encore combien d'heures? Je laisse terminer. Sinon, je laisse terminer, pas de souci. Non, alors, je vais le faire en très simple, parce que moi, je suis venu. Alors, ça fait très longtemps que je suis dans le monde de la formation, et dès le début, j'avais des managers qui me demandaient comment j'accompagne un collaborateur qui a toujours fait comme ça. Et notre rôle en tant que formateur ou formatrice, c'est d'accompagner le changement de nos apprenants. Si après une formation, il n'y a pas de changement, c'est qu'on n'a pas fait une bonne formation ou qu'on a fait une formation obligatoire, dont l'objectif, c'était de cocher des cases. Et donc, l'important, c'est de se dire, les gens ne résistent pas au changement, ils résistent au fait qu'on les change. 2, de regarder, quand on parle de changement, de quoi on parle. Vous avez le projet. Le projet, il se met en place parce que par rapport à des attendus, il y a un écart qui nécessite de créer une solution. Une nouvelle façon de fonctionner, un nouvel organigramme, un nouvel outil. Très bien. Quand il va arriver, en quoi ça change pour les personnes? Il y a des changements mineurs qui impactent complètement une équipe. Il y a des changements majeurs qui impactent très peu une équipe, votre équipe. Donc, on va regarder, ça s'appelle cadrer. On va regarder qu'est-ce qui change. Et par rapport à ça, si l'écart est faible, la transition se fera facilement. Si l'écart est fort, on va regarder quelles sont les actions à mettre en œuvre et dans quel ordre, de façon à ce que très rapidement, les personnes se sentent plus à l'aise. Et il y aura 2 moments, voir avec ceux qui ont prévu le projet comment on peut améliorer le projet si possible. Et si on le fait en avance de phase et pas dans l'urgence, c'est plus facile. Mais une fois que c'est déployé, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour accompagner les équipes dans ce changement? Mais je pourrais passer 45 minutes. Un conseil, allez voir sur notre site ou notre chaîne YouTube, donc Ecos Concept, vous verrez les liens. J'ai fait au moins 5 ou 6 webinaires sur le sujet. Mais contactez-moi si vous le souhaitez, puis on pourra échanger sur ce point. Prad, est-ce que tu as des choses à rajouter? J'ai mis le lien de contacter, comme ça ils pourront contacter. Donc, merci à vous de vous être rendu disponible pour cet atelier. Et puis, je vous souhaite de retrouver du temps à valeur ajoutée non urgent pour réussir vos transformations, vos projets et vos changements. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous.